Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 22 octobre 2021 et au sommaire cette semaine, 5 articles. Le premier, c'est inflation vers une hausse de 3 à 11% pour le panier de courses des Français, s'interroge LSA. Ensuite, nous verrons les Français restent attachés aux magasins physiques sur e-commerce mag. PayPal envisage de racheter Pinterest, l'action s'envole, à lire sur FrenchWeb. E-commerce, comment LVMH optimise les performances de ses marques, à lire sur e-marketing.fr. Et enfin, Ikea France atteint le milliard d'euros de chiffre d'affaires dans l'e-commerce, à lire sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine, je vous invite également à écouter l'interview de Caroline Tellier, VP Europe du Sud chez PayPal, avec qui nous parlons de l'évolution du paiement dans le e-commerce, une conversation très riche pour comprendre les enjeux transactionnels de notre époque. Bonne écoute à vous, évidemment, toujours sans coupure. Inflation vers une hausse de 3 à 11% pour le panier de courses des Français, à lire sur LSA en date du 15 octobre. Selon Nielsen, si les hausses des matières premières étaient totalement reflétées dans le prix des produits, un panier de courses moyen augmenterait de 1,8 €, soit 4,7%. Et selon la constitution de ce panier, répartition entre marques de distributeurs standards, premier prix et grandes marques, la hausse atteindrait 3,2% à 11%. LSA publie ici la note de Nielsen. Un sujet agite fortement les acteurs de la distribution et de la grande consommation, celui du pouvoir d'achat. Alors que les dépenses énergétiques des foyers sont mises à mal, électricité, gaz, carburant, les dépenses du quotidien en alimentation et produits d'hygiène sont également sous les projecteurs. Les coûts de transport, mais également les coûts des matières premières brutes ou peu transformées, comme l'huile, le sucre ou le blé, ainsi que ceux des emballages, comme l'acier, le carton, se sont envolés ces derniers mois. Nombreux sont les acteurs à s'inquiéter des répercussions potentielles sur les prix de vente aux consommateurs. C'est pourquoi Nielsen IQ s'est penché sur le sujet afin d'estimer l'impact des augmentations du cours des matières premières sur les dépenses des ménages français. Important, à ce stade, ce calcul théorique ne prend pas en compte les actions des industriels et distributeurs sur le prix final. Des inflations théoriques de 3 à 23% selon les catégories de produits. Pour l'exercice, les hausses de prix présentées ici sont donc calculées dans l'hypothèse où l'inflation des matières premières serait reflétée à 100% dans les prix de vente consommateurs. Il est donc estimé avant l'impact des discussions entre industriels et distributeurs, avec des impacts différents selon les catégories de produits, des hausses des matières premières et des emballages. Des inflations théoriques ne seront pas les mêmes pour tous les produits. Alors que la part des matières premières dans le prix de vente consommateur varie d'une marque nationale à une marque de distributeur et que les matières premières ne subissent pas toutes les mêmes inflations, les inflations théoriques que nous pouvons anticiper varient de 2 à 23% selon les catégories. Le café et le papier d'hygiène seraient parmi les catégories les plus inflationnistes. De 3 à 11% de hausse sur le coût du panier selon sa composition en termes de marque. Afin d'évaluer l'impact pour les consommateurs, Nielsen IQ a analysé un panier moyen constitué de ces produits du quotidien en observant différents types de paniers. Les types de marques sélectionnées entre marque nationale, marque de distributeur, premier prix et marque de distributeur standard ont été prises en compte. Si en moyenne, un tel caddie constitué de marques nationales pour augmenter de 3,2%, la hausse pourrait atteindre 7,2% pour un panier de MDD standard et même 11% sur un panier constitué uniquement de MDD premier prix. Compte tenu du poids de ces trois types de marques sur le marché, la hausse des prix théoriques pourrait atteindre 4,7% en moyenne en France. Une augmentation des dépenses pour les ménages français qui verrait ainsi le prix de leur caddie augmenter d'environ 1,8 € en moyenne, tout en restant inférieur à 50 € pour un caddie uniquement constitué de marque nationale. Les premiers signes de l'inflation sur les MDD premier prix. Qu'en est-il pour l'instant ? Force est de constater que l'inflation n'est pas encore flagrante en magasin. En revanche, l'analyse par type de marque révèle que l'inflation est déjà une réalité de manière quasi transversale sur les MDD premier prix, à l'image des œufs, des pâtes alimentaires ou encore des huiles. À propos du panier moyen étudié, donc le panier
est composé de 500 g de spaghettis, 1 litre d'huile d'olive, un paquet de 500 g de céréales, 500 g de café moulu, 1 kg de sucre blanc, 6 bouteilles d'1,5 litre d'eau plate, de 12 rouleaux de papier toilette, un bidon de 2 litres de lessive, de 6 litres de lait bio demi-écrémé et de 250 g de beurre doux et 6 œufs bio. Les Français restent attachés aux magasins physiques, à lire sur e-commercemag.fr en date du 21 octobre. SES Imagotag et l'Institut OpinionWay publient une étude sur les rapports qu'entretiennent les Français avec leurs magasins physiques. Elle vise à comprendre si les hypermarchés ont été mis à mal par la crise sanitaire et le web. Cette étude, donc menée par SES Imagotag et l'Institut OpinionWay, indique que les clients restent très fortement attachés à leurs magasins physiques. Malgré la progression de la part du web dans les achats des courses alimentaires depuis la crise sanitaire, les consommateurs pensent notamment que le magasin physique peut répondre durablement aux enjeux du futur, où il faudra mieux produire, mieux consommer, réduire les gaspillages, les emballages, préserver les emplois et bien entendu respecter l'environnement, sa biodiversité sur la planète, dont les ressources sont limitées. D'ailleurs, s'ils ne devaient en garder qu'un, ces derniers sont 66% à plébisciter leur hyper ou supermarché. Selon les sondés, le point de vente demeure un élément constant et central pour les achats. Quel attachement pour les magasins physiques ? 62% des consommateurs se déclarent attachés à leur hypermarché, 59% à leur supermarché et 65% font régulièrement leurs courses uniquement en magasin physique. 26% alternent entre le format physique et numérique. Chez les plus jeunes, les moins de 25 ans, la part du web et de l'omnicanal atteint les 50%. Moins d'un Français sur 3, 31%, cite la commande web avec retrait en drive ou en magasin et 24% Internet avec livraison à domicile. Quelle fréquence dans les courses alimentaires ? Les supermarchés sont les plus fréquentés avec 42% des personnes interrogées qui affirment s'y rendre au moins une fois par semaine. Un Français sur 10 reconnaît même y aller plusieurs fois dans la semaine. Suivent les hypermarchés avec 39%, puis les magasins de proximité avec 23%. Seuls 11% commandent chaque semaine sur le web avec retrait en drive ou en magasin et 9% avec livraison à domicile. En se penchant sur l'âge des consommateurs, on s'aperçoit que les résultats restent plutôt homogènes quel que soit l'âge du répondant lorsqu'il s'agit de se rendre en magasin physique. La satisfaction client et l'alimentation durable au cœur des critères de choix des enseignes. Les sondés sont néanmoins loin d'être satisfaits par la dimension conseil de leur magasin alimentaire. Ce critère est le moins bien noté, entre 5,5 et 6, dans chaque catégorie hormis les hypermarchés. Ce sont aussi les horaires d'ouverture avantageux qui sont à chaque fois cités et appréciés en premier, et aussi le côté pratique. Les Français sont soucieux de la planète, mais aussi et surtout de leur environnement direct. Ainsi, 36% prennent en compte la vente de produits locaux, ce chiffre atteint une personne sur 2 pour les plus de 65 ans, 30% la réduction du gaspillage alimentaire, 26% le référencement des petits producteurs et 24% la création d'emplois locaux. En ce qui concerne les types d'informations produits qu'ils souhaitent pouvoir consulter rapidement lorsqu'ils font leurs courses en magasin, que ce soit via un dispositif digital ou sur leur téléphone. 48% des Français évoquent des informations liées aux critères environnementaux et sociaux, tandis que 41% souhaitent en savoir plus sur la composition du produit. Dans le classement, la date limite de consommation arrive en premier, 43%, suivi de la provenance du produit, 38%, ou du Nutri-Score à 26%. Les Français garderont leurs habitudes d'achat alimentaire. Globalement, les Français pensent garder leurs habitudes selon eux. Les magasins physiques ont encore de beaux jours devant eux. Ainsi, 8 acheteurs sur 10, 79% exactement, continueront à se rendre dans les supermarchés, 76% dans leurs magasins de proximité, 72% dans les hyper. Les points de vente physiques devraient d'ailleurs continuer à gagner des clients puisque 10% des interrogés pensent se rendre plus souvent dans leurs magasins de proximité. Enfin, 65% des consommateurs garderont leurs habitudes. Un Français sur 5 pense moins consommer sur Internet avec livraison drive ou magasin. Le chiffre atteint 22% pour la livraison à domicile. À noter que les jeunes de 18 à 24 ans pensent avoir davantage recours dans le futur à l'ensemble des enseignes alimentaires en physique comme sur le web. Le résultat de l'étude montre donc que malgré la digitalisation croissante de la société, les Français restent attachés à leur supermarché.
PayPal envisage de racheter Pinterest, l'action s'envole, à lire sur FrenchWeb en date du 21 octobre. L'action de Pinterest qui associe réseau social et partage de photos s'est envolée mercredi après que l'agence Bloomberg ait fait état de discussions portant sur son éventuel rachat par le prestataire de services de paiement en ligne PayPal. Vers 17h, le titre, qui a vécu une séquence difficile durant l'été, gagnait 5,66% à 61,24$. Il a pris jusqu'à 18% en séance, entraînant une brève suspension de cotation. PayPal a abandonné de son côté près de 6% à 255$. Selon Bloomberg, les deux groupes auraient évoqué un prix d'acquisition de 70$ par action, ce qui valoriserait Pinterest à environ 44 milliards de dollars en prenant en compte le total des titres en circulation. Il offrirait aussi une prime de 26% par rapport au cours de clôture de mardi. Sollicités par l'AFP, ni PayPal ni Pinterest n'ont donné suite dans l'immédiat. Lancé en 2009 et très axé sur la dimension créative de ses utilisateurs, Pinterest est entré en bourse en avril 2019. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 1,69 milliard de dollars en 2020, en hausse de 48%, et comptait, fin juin 2021, 454 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Mais le marché avait jugé décevante lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, en juillet, la croissance du nombre de ses utilisateurs. Les analystes craignaient que Pinterest ne parvienne pas à maintenir l'élan donné par la pandémie de Covid-19 qui avait dopé sa fréquentation. Fin juillet, le site faisait état d'une baisse de 7% de ses utilisateurs aux États-Unis sur un an. Comme beaucoup de réseaux sociaux, Pinterest cherche à améliorer la monétisation de ses contenus et de son trafic. Monétisation et l'utilisation des paiements, un point de jonction entre Pinterest et PayPal. Le groupe a annoncé mercredi une série d'innovations pour élargir la palette d'utilisation de son site, mais aussi faciliter la vente de produits par les créateurs sur la plateforme. La monétisation et l'utilisation des paiements en ligne pourraient ainsi constituer un point de jonction entre Pinterest et PayPal, acteurs historiques du commerce électronique. Quant à PayPal, il a plus que doublé sa capitalisation boursière à la faveur de l'explosion du commerce en ligne durant la pandémie pour dépasser désormais les 300 milliards de dollars. Il pèse désormais davantage que les grandes banques américaines comme Wells Fargo, Goldman Sachs ou Morgan Stanley. L'entreprise cherche à se développer par des acquisitions et a ainsi annoncé début septembre le rachat du spécialiste japonais des achats à crédit sur Internet, Payday, pour 2,7 milliards de dollars. Pour s'engouffrer dans la tendance du Buy Now, Pay Later, les achats à paiement différés en ligne. E-commerce, comment LVMH optimise les performances de ses marques, à lire sur e-marketing.fr en date du 18 octobre. En 2018, LVMH s'est doté d'un lab dont le rôle est d'aider ses marques à optimiser l'UX de leur site et donc les performances e-commerce de ces derniers. Voici 6 exemples concrets détaillés par Géraldine Servouz, Head of E-Commerce et Digital Optimization, depuis le Digital Benchmark de l'EBG. 1. Augmenter l'engagement sur la page d'accueil. Sur le site de Sephora, il n'y avait à la base que peu de recommandations. Un premier test a été effectué avec la mise en avant des différentes catégories sur la page d'accueil du site, mais cela n'était pas satisfaisant. Et nous avons utilisé la data disponible sur le comportement de l'internaute pour personnaliser l'affichage des catégories. Et s'il avait déjà consulté les pages make-up, nous allons mettre en avant cette catégorie. Augmenter l'engagement sur les pages de catégories, c'est le deuxième point. Généralement, et d'autant plus dans le luxe, on considère que les visuels sont primordiaux, tant pour améliorer le taux de clic que pour correspondre avec la charte graphique de la marque. Sur le site de l'OV, pardon pour la prononciation, nous avons constaté que ce n'était pas le cas sur la version mobile. Le carrousel, qui permettait de faire défiler les différentes catégories, s'affichait mal. Aussi, nous avons essayé de remplacer les images par des mots-clés tout en améliorant la visibilité des flèches permettant de faire défiler le carrousel. Troisième point, personnaliser l'expérience, même sans data. Comment personnaliser l'expérience quand on ne dispose d'aucune information sur l'internaute, demande Ophélia Bacci à sa cliente, laquelle évoque une initiative menée pour Acqua di Parma. Nous avons opté pour la création d'un quiz dont le but est de mieux connaître les besoins des clients. En fonction des réponses, on va pouvoir non seulement mettre en avant un produit correspondant, mais aussi améliorer l'expérience utilisateur grâce à la gamification ou encore disposer de nouvelles sources de données pour retargeter ces personnes sur d'autres canaux. Augmenter le panier moyen. As-tu un autre exemple quick win autour de la gamification, demande à nouveau Ophélia Bacci.
permettant alors à Géraldine Servouz d'évoquer un ajout simple réalisé sur la page panier du site Clos 19. Nous nous sommes inspirés de certaines pratiques du retail qui consistent à montrer au travers d'une jauge ce qu'il reste à dépenser pour bénéficier de la livraison gratuite. Ce n'est pas du tout courant dans l'univers du luxe, mais cela peut se justifier pour des produits comme ici les spiritueux ou encore pour le parfum ou la cosmétique, où les paniers moyens sont plus faibles que les moyennes du groupe. 5. Réduire l'abandon panier. Mais pour qu'une telle optimisation soit efficace, encore faut-il que l'internaute aille au bout du process d'achat. C'est ce qu'évoque Géraldine Servouz au moment d'aborder la stratégie de rétention sur le site de l'internaute. Nous avons plusieurs stratégies pour adresser les abandons paniers. Habituellement, un pop-in n'est pas une solution appréciée. Mais dans ce cas spécifique, l'ajout d'un tel format, quand nous détectons un mouvement de souris indiquant l'ouverture d'un nouvel onglet ou la fermeture de la page, peut se révéler bénéfique. L'internaute est chaud et qualifié, il faut tout faire pour le retenir. Nous proposons à l'internaute de finaliser son achat, au moins de créer un compte pour pouvoir retrouver son panier, ce qui nous permet aussi de repousser ce dernier par email. Autre stratégie évoquée pour relancer ces internautes qui ont abandonné un panier, lorsque un internaute dans cette situation revient sur le site, nous n'indiquons pas seulement le nombre de produits dans le panier via une petite icône, nous ouvrons directement le panier en lui proposant de finaliser son achat ou de reprendre sa navigation. Encore une fois, l'internaute a montré un intérêt pour le produit, il faut le faire convertir, d'autant plus que s'il revient sur le site. C'est une stratégie que nous avons déployée sur les sites de nombreuses maisons. L'e-commerce atteint 35% du chiffre d'affaires d'IKEA France, à lire sur e-commercemag.fr en date du 14 octobre. Pour l'exercice 2020-2021, l'enseigne d'ameublement et déco a réalisé un chiffre d'affaires de 2,889 milliards d'euros, en progression de 4% malgré 4,5 mois de fermeture des magasins. L'e-commerce double en un an et représente plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit 35% de l'ensemble. IKEA France enregistre un chiffre d'affaires donc de près de 3 milliards d'euros sur l'année fiscale, c'est-à-dire du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, en hausse de 4%, malgré les 4 mois et demi de fermeture de ces magasins. Accélérant sa transformation omnicanale développée depuis 3 ans, l'enseigne d'ameublement et déco a redéfini le rôle des magasins pendant les fermetures en mettant en place un service click and collect, cliquer et emporter, les livraisons à domicile ou via des rendez-vous de planification de cuisine ou chambre à distance. Il s'élève donc le chiffre d'affaires à plus de 1 milliard d'euros, alors vente en ligne et services, dont les services de planification à distance, et représente 35% du total, versus 15,4% l'année dernière. Les équipes ont fait un travail fantastique pendant cette année pleine de défis. Nous croyons dans le marché français qui reste pour IKEA un pays d'expérimentation et d'innovation pour se rapprocher toujours plus de nos clients et s'engager dans une croissance durable et inclusive, commente Walter Cadnar, président d'IKEA France. Les assortiments qui soutiennent la croissance enregistrent des ventes les plus élevées que jamais enregistrées. La cuisine avec plus de 240 000 unités vendues, 13% de croissance. La chambre et notamment le matelas avec 950 000 matelas vendus, plus 18,4%. Et le salon avec 370 000 sofas vendus, plus 23%, soit 1000 canapés par jour. Un modèle omnicanal plus mature avec 37,5 millions de visites sur 7,5 mois d'ouverture. Les magasins montrent leur force et soulignent la grande complémentarité entre points de contact physiques et digitaux. L'enseigne a ouvert 3 nouveaux formats de magasins en centre-ville, IKEA Décoration à Paris Rivoli, offrant principalement les accessoires et objets de décoration, un atelier de conception éphémère à Paris Dominil avant d'ouvrir définitivement dans le quartier du Printemps au printemps 2022. Mon point conseil IKEA à Toulouse et Perpignan avec une offre de conseil et de planification pour les surfaces d'environ 100 mètres carrés. Ces petits points de contact en centre-ville permettent à IKEA de s'installer dans les zones blanches ou de se rapprocher de ses clients de centre-ville où l'enseigne dispose de magasins dans la périphérie. Le magasin de Nice Saint-Isidore, d'une surface de vente de 24 000 m², ouvrira ses portes au printemps 2022, proche du centre-ville et installé au cœur d'un écoquartier. Il propose tout l'assortiment. Mon point de conseil IKEA sera étendu à d'autres villes de France. Un magasin dédié à la seconde vie des meubles à Paris.
Un nouveau point de vente viendra compléter les solutions en ligne et en magasin disponibles pour encourager l'allongement de la durée de vie des meubles, les espaces dédiés à l'économie circulaire en magasin, le service seconde vie des meubles et depuis cette année la réservation en ligne des meubles d'occasion disponibles en magasin. Le distributeur a pour objectif de livrer tous ses clients avec des solutions zéro émission en France d'ici 2025, en commençant par Paris Intramuros. L'enseigne déploie avec des partenaires constructeurs d'une flotte spécifique de véhicules électriques conçus pour répondre à des besoins en termes de capacité de livraison et d'autonomie. En complément de ces véhicules, IKEA France développera la logistique fluviale au départ du dépôt de Gennevilliers dans le 93 en 2022, puis de Limay dans le 78 qui sera opérationnel en 2026. IKEA France investit également 17,5 millions d'euros sur 4 ans pour équiper toutes ses unités avec des chargeurs de véhicules électriques. 2200 bornes seront déployées, dont 1700 pour les clients, 300 pour les collaborateurs et 200 pour les livraisons au départ des magasins. Le smartphone pour simplifier le parcours client. Le digital avec des solutions de réalité virtuelle augmentée va permettre à IKEA d'optimiser la surface des magasins de centre-ville et d'apporter de l'inspiration. Les clients pourront interagir avec les produits et les ambiances via leur smartphone ou des tablettes et des projections d'ambiance en réalité virtuelle via une expérience immersive. IKEA France accélère ainsi l'accessibilité de ses services en ligne. Face à l'augmentation de la demande des clients en matière de cliquer et emporter, IKEA France est pilote mondial pour proposer une nouvelle solution pour ce service. Un espace automatisé sera installé à IKEA Plaisir, disponible à partir de décembre 2021. Il permettra aux magasins de stocker plus de commandes en simultané, tout en offrant aux clients un plus grand choix de créneaux au quotidien. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.